J'ai j'ai fait l'IDEC et donc j'étais dans la section réalisation et le montage ne m'intéressait pas sur le plan de la pratique. Mais finalement, les événements ont fait que j'ai quand même préféré être monteur euh, plutôt que réalisateur parce que c'était une façon de mettre en forme le tournage d'un film qui est quand même une chose très lourde. Joseph Losey, c'est un metteur en scène qui m'intéressait depuis longtemps. J'ai monté 64 films et dans les 64 films, le Monsieur Klein est certainement celui qui m'a donné le plus de satisfaction sur le plan de la fabrication. Je ne connaissais pas Losey du tout, évidemment, et je connaissais son cinéma et sa période anglaise où il a fait quand même le Servant et enfin, plein de films en Angleterre qui sont très très impressionnants, quoi, de qualité. Et il était en Angleterre, je m'étais intéressé, je pensais que c'était un Anglais alors qu'en fait c'était un Américain. Mais il avait eu des soucis avec le McCarthyisme. Il avait été dans la liste des blackboulés. Et donc, il était parti en Angleterre pour fuir les États-Unis où il était déjà très très mal vu. On le prenait pour un communiste, ce qui n'était pas du tout à la mode à l'époque. Et en Angleterre, donc, il est resté quand même 2 ans sans travailler, il faisait des pubs ou je sais pas. Puis finalement, il a réussi à faire des longs métrages qui sont remarquables. Et j'étais, je venais de faire un film avec Alain Delon, qui était Flick Story. Et au mixage, il me dit, est-ce que ça t'intéresserait de faire un film avec Losey? Alors, moi qu'on puisse dire, c'est que j'étais plutôt surpris, agréablement surpris. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé, quoi. Donc, Losey est arrivé à Paris. Il a organisé très vite une espèce de séance de travail arrosée dans l'appartement qu'il occupait avec toute l'équipe du film. Et c'était déjà un signal assez rare que les metteurs en scène vous invitent avec toute l'équipe. Enfin, bon. Et donc je me suis trouvé choisi pour faire le montage du film grâce à Alain Delon. Comme tous les films, on vous donne le scénario, c'est-à-dire que moi j'ai lu le scénario évidemment avant le moindre plan tourné. Et à cette période-là, c'est encore un moment où le monteur peut déjà intervenir. Alors c'est facile quand vous êtes avec des metteurs en scène dont vous avez l'habitude, Philippe de Broca ou Jacques Deray ou Pérétex. Je lis le scénario et si j'ai des idées même de coupe dès le papier, je peux... bon. Ça n'a pas été le cas du tout avec Losey où j'étais... Il y avait aussi la barrière de la langue. Je ne parle pas un anglais très très châtié. Et, donc j'ai lu le scénario qui m'a paru vraiment très, très grave et très intéressant en même temps et un peu très cruel sur la période de l'occupation. Comme ça? Ah oui. Adresse? 136 rue du Bac. Ça fait combien de temps que vous y habitez?
Environ 7 ans depuis que je suis arrivé à Paris. Effectivement, il y a un Robert Klein, mais l'adresse n'est pas la même. Voilà, il s'agit sûrement d'un homonyme. Pourrais-je savoir où il habite? Que diriez-vous si je donnais votre adresse au premier qui la demande? Vous pouvez l'emporter. À mon âge, j'ai connu l'occupation allemande entre 10 et 15 ans. Donc j'ai vécu de 10 à 15 ans dans Paris occupé. Et ce qui m'a frappé dans la façon dont Losey a fait son film, c'est à quel point il est le seul à avoir vraiment présenté l'occupation à Paris. Parce que les voitures étaient avec des phares qui étaient occultés. La nuit, il n'y avait pas de lumière. Et avec Losey, il avait senti le climat alors qu'il est américain, qui n'a pas fait la guerre. Et ça, c'était très impressionnant. Quand on voit le film, c'est uniquement des Citroën noirs qui passent dans la nuit, c'est des choses comme ça. Et c'était vraiment le rendu réel de moi, mes souvenirs d'enfance de cette ville, quoi. Et ça m'a paru être, je pense, l'atout du film, quoi. Quand on commence un film, on a toujours l'espoir que ça va être une date dans le cinéma, français en l'occurrence. Mais là, la différence, c'est que les films qui ont été faits, ils sont faux, les films. Parce que l'occupation allemande, les Champs-Élysées étaient pleins d'Allemands qui marchaient, qui étaient là. Et les Français faisaient la queue pour aller voir des films au cinéma. Je veux dire qu'il y avait, par rapport au confinement que l'on vit, c'était le pays de cocagne. Vous voyez, c'est ça qui est très, très, très impressionnant, quoi. Donc, il est évident qu'on ne peut pas montrer l'occupation durant cette période comme l'a fait Losey, alors que c'est comme ça qu'en fait, on la vivait. Et ça, c'est une capacité d'inventer ce qu'on n'a pas connu et de tomber juste. C'est un film dont j'ai perçu la qualité au fur et à mesure qu'il se fabriquait, tellement il est hors du chemin habituel des scénarios qui sont faits au quart de tour. Et, même quand c'est Paris-Boulle-Til, René Clément, c'est quand même pas rien. Ça reste quand même un spectacle. Alors que M. Klein, selon moi, n'est jamais un spectacle. C'est une espèce d'analyse d'une situation cauchemardesque où Delon se débat. On pourrait penser que, avec justement la rafle du Veldiv et tout ça, que ça va être terrible pour lui. Or, tout le film est fondé sur la participation de l'administration française à l'occupation en étant toujours très correct. Il est menacé de rien. C'est ça qui est étrange. Il est complètement une victime. Et il cherche à savoir quel est cet homme homonyme, jusqu'à se mettre dans la gueule du loup et partir finalement vers les camps. Ça n'est intéressant, à mon avis, parce que c'est justement anormal que ça retombe sur lui jusqu'au bout, quoi. Il n'y a pas de happy ending du tout, quoi. Et même la façon dont Klein et ses amis finalement subissent l'occupation. Ils habitent rue de Bac.
on fait des soirées. C'est ça qui est formidablement bien observé. Je veux dire que le seul qui soit fêlé physiquement, c'est Klein qui cherche désespérément, qui va chercher dans ce personnage partout. Vous habitez où, vous m'avez dit? 136 rue du Bac. Mais il subsiste toujours le fait que quelqu'un a écrit mon nom sur le journal. Pourquoi? Vous comprenez ma préoccupation, n'est-ce pas? Parfaitement, oui. Plus qu'une préoccupation, il s'agit d'une curiosité, le fait qu'il existe quelqu'un qui... Excusez-moi, je vous fais perdre votre temps. Ce ne sont pas des histoires qui intéressent la police. Et il y a une chose aussi qu'il faut préciser, c'est que Delon est extrêmement actif sur le plan de ce qu'on fait. Bon. Mais il n'intervient pas en disant ça j'en veux pas, surtout pas dans un film avec Losé, parce que la technique de Losé, c'est on ne fait qu'une prise. Et ça, c'est déjà énorme. C'est-à-dire, on fait des plans séquences dans l'appartement avec Pierre-William Glenn qui tient la caméra, qui suit de long jusqu'à ce qu'il arrive au balcon de l'autre côté, etc. Cut. Bon. Ça va pour vous? Ça va. On passe à la suivante. Et là, un jour, Delon éclate en disant « mais on ne fait pas de la télé, il n'y a qu'une prise, et si jamais il y avait... » Et Losé dit « mais ça va pour l'opérateur, ça va pour le son, etc. » Et l'acteur, ça me va. Mais s'il y avait une rayure, n'importe quoi, ben, il y a des assurances. Donc, il part... On a un matériel il n'y a pas 14 prises. Et ça, c'est très, très différent des films en général, où quand même on marche sur 5 ou 6 prises classiques, quoi. Et là, il arrivait à faire son film en n'ayant pratiquement pas de double. Ce qui est quand même pas tellement courant. C'était ma première expérience avec ce système. Bah, comme il fait des plans quand même, se séquence très souvent, et qu'il y a très peu de choix, il n'y a jamais eu, à mon souvenir, dans les autres films que je fais, il y a souvent des discussions sur le fait qu'on va peut-être pas garder ça. Avec ça, ce matériel-là, j'assemblais en allégeant tout ça, mais on allait voir, comme d'habitude, de temps en temps, quand une séquence était montée, quoi. Et il donnait beaucoup d'indications sur le son, par exemple, ce qui n'était pas encore apparent dans le film, mais jamais il y avait eu un problème sur les coupes, c'est-à-dire ah voilà, là c'est trop long, là c'est trop court, vous avez coupé. Ça s'est passé d'une façon très harmonieuse. Il n'a jamais piqué une colère au montage. Ça s'est passé comme généralement d'ailleurs, hein, dans une entente artistique. Les problèmes qui ont été gênants, c'est les problèmes de la façon dont le cinéma français monte les films. Alors ça, pour lui, ça a été une épreuve. Il passait sa vie au bar. En France, quand on mixe un film, on assemble donc la bande musique avec tous ces éléments-là sont séparés et on les réunit.
Pour mixer un film, en France, on charge 10 minutes de film, une bobine, et tout ce qui correspond à cette bobine. Et le mixage consiste à avancer de 3 minutes, et on revient en arrière. En avant, et on revient en arrière. Et on passe la journée à faire des allers-retours en avant en arrière. Au bout d'un quart d'heure, Losé, il en a eu marre. Et donc, faites-le et vous me montrerez quand c'est fini. Bon. Alors qu'aux États-Unis, ils le lancent en entier jusqu'au bout. Et après, ils reviennent pour voir des choses. Mais il faut passer toute la bobine jusqu'à la fin. Et ils prennent des repères, quoi. Et après, ils vérifient. Et ça, évidemment, je comprends que même les cinéastes français de Broca, ils souffrent au mixage, quoi. Cette façon de faire avant, arrière, c'est épuisant à la fin de la journée. Et un mixage, ça dure 3 mois. Donc c'est là-dessus qu'il me faisait aussi confiance. Il me disait, bon, finalement, là, ça serait bien s'il y avait un bruit de train au fond dans la nuit. Bon, ça se bornait vraiment à ça, quoi. Et ça a été, je pense, une des contraintes que la façon française de fabriquer des films l'a beaucoup perturbé, quoi. Moi, je n'ai pas le souvenir de problème avec Losé. C'est-à-dire, il y a une logique de la construction, il y a une logique des plans. Et cette logique, je la cherche, je la trouve. Et en général, si je la trouve, elle correspond au cinéma mental dont Losé est pourvu. Si je faisais une erreur grossière, il me dirait, mais non, c'est pas ça. Quand on est monteur, on a fini par acquérir une espèce de sixième sens qui fait qu'on sait ce qu'il veut. On sait ce qu'il veut, on sait ce qu'il veut. Et je pense que ça venait aussi du fait que c'est un cinéma très personnel qui est sur l'écran, quoi. Et Alain a été le premier à en convenir et que c'était vraiment, pour lui, c'est le meilleur film qu'il a fait, quoi. Ce film a été un enchantement j'espère pour tout le monde, quoi. Ça m'a appris qu'il y a des metteurs en scène qui se font respecter sans qu'il y ait de problèmes au tournage, quoi. J'ai pas, heureusement, je n'ai pas tellement fait de films qui m'ont déplu, dans la mesure où, quand on fait ce métier, on espère quand même toujours qu'on sera compris et apprécié, quoi. C'est naïf, mais on ne fait pas ça pour recevoir des coups de bâton, quoi. Partons, s'il te plaît. Engagé, le musicien, c'est Egisto Macchi, musicien italien, qui arrive à Paris pour... Bon. Et donc, il y avait la scène du cabaret à faire, et surtout, là où il y avait de la musique prévue, moi, j'avais mis des airs de l'époque.
des trucs, des Réventura, des années 40. Et cette musique-là, Losé a voulu la garder. Donc déjà, ça a diminué les possibilités de musique d'un musicien normal, quoi, Delru. Donc à partir du moment où on regardait ça, ça donnait aussi une couleur d'entendre des chanteurs de cette époque-là. Et il ne restait plus que le générique. Et Maki se désintéressait des musiques de danse et du spectacle de trucs. Alors, finalement, ça n'a pas été long. Quand on a enregistré le générique au studio d'Avou, et il a dit, mais moi, les autres, je ne sais pas les faire. Donc il est reparti dans le train le jour même. L'oreille de Losé s'était habituée à entendre Réventura. Ça a été maintenu jusqu'au bout. Mais il y a très peu de musique, de musique de film au sens propre. C'est pas un film qui supporte la musique. Il faut qu'il y ait un lieu, il y ait un phonographe, ou bien un cabaret. La musique est justifiée, non pas pour des raisons cinématographiques, mais parce que c'est pratiquement... le film n'a pas de musique. Ça a été tourné en plein hiver et c'est une rafle. Parce que, effectivement, la du Veldiv, c'est au mois d'août. Donc il ne faut pas non plus l'appeler comme ça. C'est une des rafles, comme il y a dû y en avoir plein, quoi. Et ce qui est respecté, évidemment, c'est qu'en plus, c'est pas en notre faveur, mais c'est la RATP qui a mis les autobus à la disposition des Allemands, etc. Ce film est un constat permanent de l'attitude de certains Français pendant l'occupation. Depuis la première séquence, il est obsédé par ce personnage qu'il chasse en permanence. Et au moment où la chasse va être positive, il ne peut pas reculer. Il y va parce qu'il veut voir qui est ce type. Ça me paraît très suffisant comme motivation. Je peux dire qu'une chose, c'est que avec Alain, ça a toujours été, même sur des autres films, avec les films de Jacques Deray, etc., il avait toujours les mêmes idées que moi. C'est-à-dire que comme moi, je suggérais, alors par exemple sur M. Klein, dont ne parlons pas, mais je suggérais de faire quelque chose. Jacques me disait, oh ben non, ça, tu me marcheras sur le corps, mais jamais je... Et après, on faisait une projection de travail, et Delon, que je n'avais pas du tout mis au courant, disait, c'est bien, attends, il y a juste ce truc-là, peut-être qu'on pourrait... Donc j'ai toujours été en harmonie. Je n'ai jamais eu un Delon qui me saute dessus en disant sacripant. Voilà, c'est un petit souvenir, mais enfin, j'avais pas du tout Delon comme adversaire. Il avait plutôt des réactions qui correspondaient à mes choix. Je pense que Delon ne fera jamais un film à contre-corps. Il a suffisamment de capacité pour
savoir ce qu'il désire, quoi. Et au milieu de quelques films quand même de policiers moyens, il est quand même apte à juger que le scénario de Klein est très au-dessus de ça.